Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous nous faire rafler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour parler des championnats du monde qui ont commencé le week-end dernier. On en a encore jusqu'à dimanche avec toutes les courses, toutes les catégories, cyclisme et paracyclisme, c'est important de le préciser puisque c'est la première fois que c'est le cas. À Zurich, en Suisse, sur un parcours pas évident, on verra ça tout à l'heure. Et donc notamment qui remporteront les deux titres qui attirent le plus d'attention. Chez les femmes, l'année dernière, c'était Lotte Kopecky. Chez les hommes, c'était Mathieu Van Der Poel. Geoffrey avait fait un perfect. Est-ce que ça sera le même cas cette année? Eh bien, on va voir ça avec nos trois chroniqueurs du jour. Geoffrey, déjà pour commencer. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. On est aussi avec Johan. Salut Johan. Bonjour à tous. Et on termine notre équipe de ce podcast avec Titouan. Salut Titouan. Salut Mathieu, salut à tout le monde. Et bien voilà, avec tout ça, vous avez le programme. Attention au départ, à Chasse Patate, c'est parti. Alors déjà, pour commencer, on va revenir sur ce qu'il s'est passé. On va évoquer les contre-la-montre et le relais mixte. Voilà, rapidement, parce qu'il n'y a pas forcément non plus énormément à dire, mais c'est intéressant de revenir là-dessus. Au niveau des résultats, on a eu la victoire de Remco Evenepoel chez les hommes, la victoire de Grace Brown chez les femmes, et on a notamment eu aussi la victoire de Paul Sexas en junior homme, qui est devenu le premier français à remporter un contre-la-montre, à devenir champion du monde du contre-la-montre junior. C'est pas rien, le Lyonnais qui passera professionnel l'an prochain chez Decathlon AG2R, en sautant la catégorie espoir. Donc voilà, j'ai cité quelques vainqueurs, quelques résultats. On a aussi eu le relais mixte remporté par l'Australie, mais ça c'est un petit peu autre chose. Avant de parler donc des courses en ligne, messieurs, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous avez retenu d'important dans ces contre-la-montre et relais mixtes? Je retiens que le relais mix, ça sert toujours pas à grand-chose. C'est super le relais mix, du suspense, t'as des belles courses, c'est intéressant. La manière dont le temps est pris, le relais qui est pas un relais, quand t'as un chrono qui joue à moins d'une seconde, alors que c'est hyper imprécis sur la manière dont ça se lance. Et bah, il y a des choses à améliorer, voilà. C'est une belle épreuve en construction. Il faut peaufiner le diamant brut, non peut-être pas. Mais non, mais c'est, enfin, là en plus pour le coup c'est assez bien que ce soit après le chrono individuel et que ce soit au milieu de semaine et avec des courses un petit peu plus libérées des enjeux. Donc oui, comme l'année dernière à Glasgow, ça c'est un peu mieux. Oui, comme l'année dernière. Que ce soit mieux, parce que sinon vraiment tout le monde s'en foutait en plus, mais bon quand même c'est pas. Ça donne plus l'impression que c'est un quasi-critérium contre la montre où il y a 3 mecs, 3 filles qui ont envie de s'amuser, qui se font un petit kiff comme ça en milieu de semaine. Ouais, puis il y a une nation contente à la fin, c'est celle qui a gagné, le reste, personne n'en parle. C'est trop bien. Le bonnet. Comme on avait trouvé le relais mixte bien quand on l'avait remporté au championnat d'Europe l'an dernier, mais on l'a pas fait cette année aux Europes, quoi. Ouais, et encore, s'il n'y avait pas Brian Cocard pour mettre l'ambiance juste avant la cérémonie protocolaire, peut-être que ça nous aurait pas autant marqué. C'est pas faux. Mais bon, il y a... Voilà, bon, le relais mixte, il vous convainc pas trop, il n'y a pas quelque chose qui pourrait être intéressant à faire pour faire en sorte que ça soit une épreuve intéressante? Je prends ça pour un non. Voilà, bon, bah comme ça, c'est... Après, je sais pas ce que tu veux changer sans changer complètement le truc. Après, tu peux faire des trucs vintage, genre contre la montre de 100 km à 4 ou des trucs comme ça, tu vois. Mais... Oui, après... Équipe de 4, tu mets une fille dedans. Faut arriver avec la fille à l'arrivée. Là, ça devient rigolo. Mais, non, mais je sais pas, après... Non, ouais, bon, en tout cas, c'est un format encore assez récent, ça se cherche un peu, c'est un peu la volonté de l'UCI des instances de mettre en forme ce format. Après, au moins, enfin, on voit qu'il y a quelques coureurs, quelques nations qui trouvent ça intéressant dans la mesure où ça fait une émulation hommes et femmes ensemble sur la même course. Je veux dire, ça peut toujours être... Oui, puis pour les petites nations, c'est pas mal aussi d'avoir le côté commun, tu cours un peu plusieurs. Et ça serait mieux que le contre-la-montre individuel au JO. Ça sert à rien, qui est nul.
Alors après, il y aura une autre problématique, c'est par Oui. rapport au choix des coureurs, parce que si tu te retrouves à faire le relais mixte avec, je sais pas, si on prend les coureurs de Avec cette 5 année, nations, tu vois. Non, mais si on tu prend fais un pour- relais mixte, mais un vrai relais, où genre t'as un contre-la-montre, où t'as un circuit sur le premier tour, t'as une coureuse qui le fait, relais à la Madison quand le deuxième arrive, et ce qu'il lance sur un deuxième tour, et c'est un homme qui fait un chrono individuel, puis une femme, puis un homme, et où t'alternes comme ça, là, déjà, là, c'est un vrai relais. Après, peut-être plus logistiquement compliqué, quoi. C'est ça le souci, malheureusement. Ouais, enfin, c'est les JO, c'est déjà logistiquement compliqué de base, de toute façon. Oui, forcément, il y a du bordel de partout. Mais bon, après, c'est vrai que j'avais vu aussi une remarque par rapport au format du relais mixte. Je crois que c'était les commentateurs d'Eurosport qui en parlaient, le fait que le format des Europes était peut-être plus intéressant dans la mesure où les hommes couraient le même temps que les femmes et pas la même distance que les femmes. Ça peut jouer ça aussi pour que les deux C'est pas aient la comme même si t'avais un importance. chrono de 10 minutes et un chrono d'1 heure non plus. Hein, donc, Oui, euh, non, bien sûr. Après, je trouvais dommage justement qu'ils fassent pas le même parcours Ok. sur les derniers Europes. Ça donne un peu l'impression, il y a les hommes qui font leur course et les femmes qui font leur course, et les deux n'ont rien à voir. Oui, c'est vrai qu'au moins il y a ce côté où tout le monde fait la même chose. C'est vrai. De toute façon, les relais mixtes en général, c'est toujours déséquilibré côté des filles. Hein. C'est rare que, enfin, même si tu faisais la même distance, ça pousse les nations fortes côté féminin en avant. Oui, c'est peut-être aussi qu'il y a moins d'homogénéité que du côté du peloton féminin que du peloton masculin. Oui, oui. Si on évoque un petit peu les contre-la-montre, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous retiendrez? Tout le monde en a parlé, mais le fait on parlait des JO, le fait que ce soit quand même les deux mêmes vainqueurs que pour les JO, côté élite, c'est Remco c'est pas Evenepoel et une Grace Brown. grande surprise, mais quand même à noter. Ouais, c'est vrai. Alors, ça Les fait- fans de Evenepoel qui sont insupportables d'ailleurs. Hein. Les fans d'Evenepoel insupportables qui commencent à faire des comparaisons de ouais, mais est-ce que ça vaut la saison de Pogacar s'il gagne après le mondial en ligne et tout. Oh là là. On aura le temps de se poser la question plus tard. Mais bon, Pogacar il a remporté le Lombardie, donc ça va être compliqué après derrière. Alors, quand même, Filippo Ganna est revenu tellement fort sur la fin, on n'est pas passé loin d'avoir. Alors, des mecs qui lèvent les bras alors qu'ils font deuxième sur les courses en ligne, on l'a déjà vu, mais un mec qui lève les bras alors qu'il finit deuxième sur un contre-la-montre, C'est vrai. ça aurait été une première magnifique. Ça aurait été Ouais, puis- cocasse. Et pour Après, Grace encore Brown, fois- ça fait une très belle fin de carrière. Bah oui, ça c'est sûr que pour le coup, sa dernière saison où elle se fait Liège, les JO en contre-la-montre, les mondiaux en contre-la-montre, ça se passe bien quand même. Hein. Il y a juste le côté dommage où elle pourra porter le maillot que sur le chrono des nations. Alors, à l'occasion de le porter une fois déjà. Oui, voilà, c'est ça. C'est déjà bien. Oh, elle a le temps de porter pendant 20 ans sur tous les critos australiens où elle sera invitée. Hein. Après, c'est vrai qu'aussi un point par rapport à Remco Evenepoel, c'est il n'était pas non plus dans les meilleures dispositions parce que juste avant le départ, il a un problème mécanique, il doit remettre la roue, puis il part, son compteur de puissance marche pas, donc il fait tout aux sensations. Voilà, quand on sait que les coureurs maintenant courent beaucoup au compteur, notamment en contre-la-montre, c'est aussi peut-être voilà, c'est quelque chose à noter aussi et qui peut peut-être expliquer que Evenepoel se soit fait vraiment rattraper sur la fin, chronométriquement parlant, par Filippo Ganna. Par rapport à ça, justement, les chronos sont en général tellement linéaires, et quand tu as le premier intermédiaire, sauf s'il y a énormément de changements de tracé en cours de route, tu as la tendance qui se poursuit. Qu'est-ce que ça serait bien qu'il n'y ait pas de compteur pour les contre-la-montre? À la limite, ils l'ont, mais il est planqué en dessous, ils n'ont pas le droit de regarder, d'avoir les infos, ils le gardent pour analyser après, comme ça se fait sur la piste, mais... Oui, et peut-être pas que pour le contre-la-montre. Et peut-être pas que pour le contre-la-montre aussi, oui. Même ça, Tant qu'à faire. Ouais. Mais bon, voilà. Puis un petit mot sur Paul Sexas aussi, qui allait chercher ce titre. Alors, on l'attendait pas forcément, il était même pas prévu de base pour faire le contre-la-montre chez les juniors. Il a fait le forcing auprès du sélectionneur et bon, bien lui en a pris parce qu'il repart avec ce maillot arc-en-ciel. Alors que lui ne portera pas parce qu'il devrait se faire opérer du poignet, je crois, après les mondiaux. Et l'an prochain, de toute façon, il sera chez les pros. Mais intéressant aussi à noter, ça prouve que on savait que c'était la pépite française en montagne, et il prouve qu'il s'est aussi très bien roulé. Et surtout avec son poids plume, quoi. C'est ça qui est fort. Le parcours était assez plat et il finit quand même. Il doit faire 60 kilos, quelque chose comme ça.
j'ai lu, donc Peut-être même quand moins. même. Après, il y a moyen qu'ils prennent du poids quoi, en passant pro. Hein. On sait que Oui. David Godus avait été la même chose. Non, mais c'est dire que ça, même son poids ne l'handicape pas, quoi, à l'instant T. Donc, il y a quand même un gros moteur. Après, c'est un poids léger, mais c'est pas non plus un coureur qui fait 1m60. Donc, Oui, non, c'est pas Rubio. C'est ça. Oui, c'est sûr que c'est pas. Par exemple, en parlant de coureurs français récents, c'est pas le même gabarit que Martinez. En plus, il fait du cyclocross. En plus, c'est qu'il est bon partout, hein. C'est pas le sexe ça. Bon, alors, qui t'a parlé sur les à côté des vainqueurs de contre-la-montre chez les juniors, Kat Ferguson Oui, qui elle a fait encore mieux parce elle avait déjà signé son contrat pro l'année dernière, qu'elle était junior 1. Ah oui, non, mais elle est junior, elle est championne, elle a des médailles mondiales chez les juniors en cyclocross, championne du monde junior sur la piste, et en plus de ça, elle fait déjà podium au Grand Prix de Fourmies pour sa première course pro. Donc, ça... ça classe le niveau de la coureuse. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a une petite génération britannique qui arrive là. Ah oui, non, puis Kat Ferguson, elle fait mon bingo à moi, juste. Enfin, une coureuse, ça fait tout mon bingo. Je parle de la piste, de l'omnium, la poursuite, le cyclocross et le Grand Prix de Fourmies en une coureuse. Donc, Voilà, bon bah l'an prochain, celle que tu vas citer partout. Hein. Johan, quelque chose à ajouter sur deux autres éléments sur ces chronos? Non, bah après, il y a Segard qui s'est raté sur le chrono espoir. Ouais, c'est vrai, qui parce que est peut-être l'info la plus surprenante, mais ouais, parce que Alex Segard, justement, il avait voulu courir le chrono des Europes Espoir pour tenter d'être enfin champion du monde Espoir. Et ben, cette année, il fait même hors du podium sur les mondiaux, alors je crois qu'il avait fait à chaque fois deuxième. c'est un peu triste pour lui, mais ça fait un peu plaisir de te dire, ouais, bah écoute, t'aurais dû passer à la catégorie au-dessus. C'est peut-être ça de pris déjà sur les Europes, t'aurais peut-être tapé une médaille. Donc. Oui, parce que Mais bon. quand t'as remporté une course par étape pour le tour, il y a peut-être plus sa place chez les élites que chez les espoirs. Mais bon, de On toute pourra façon, peut-être parler aussi de Torres après pour la course espoir, quoi. Dans le même genre. mais bon, de toute façon, ça sera plus possible l'an prochain, puisque à partir de l'an prochain, les coureurs qui font partie d'une équipe pour le tour et d'une équipe pro team ne pourront plus participer aux championnats continentaux et championnats du monde espoir. Donc ça permet déjà d'éliminer un petit peu ce débat. Il y aura toujours ce débat, puisqu'on pourrait se dire, par exemple, Ivan Romeo, qui est chez Movistar, qui est champion du monde espoir du contre-la-montre, l'an prochain, il pourrait pas défendre son titre, par exemple. Voilà, ça fait partie, ça fait partie des éléments qui sont comme ça, qui sont décidés. Voilà, en tout cas, bon, pour ces contre-la-montre, on passe rapidement, parce que bon, les contre-la-montre, il y a peut-être forcément un petit peu moins à analyser. On va évoquer déjà le circuit des courses en ligne. On a déjà commencé à le voir avec le relais mixte, puisque c'était le circuit qui était utilisé pour ces relais, qui sera donc emprunté à l'occasion des courses en ligne. Voilà, de façon différente, sachant que chez les hommes, il sera emprunté à 7 reprises, chez les femmes à 4 reprises, je parle bien des courses élites qui seront samedi pour les femmes et dimanche pour les hommes. À votre avis, il peut donner quoi ce circuit des championnats du monde, sachant que j'ai regardé en termes de dénivelé positif, c'est le plus difficile qu'on a eu depuis Imola en 2020, c'est-à-dire que là on est à estimé 4470 mètres de dénivelé positif et on était à 5000 à Imola. Qu'est-ce que vous pensez de ce circuit de Zurich? J'aime bien le fait qu'il ait une partie vraiment dure, mais que ce soit tout au début. Qui fait que il faudra bourriner à un moment pour si on veut s'échapper, mais il faudra résister après au peloton, donc il faudra savoir courir intelligemment. Mm-hmm. Ou alors être 72 jambes au-dessus de tout le monde, et là, peu importe. Mais ça, c'est quel que soit le tracé, il y a ça. Ou alors, il faudra réussir à savoir s'économiser sur l'ensemble. Donc, il y aura une vraie partie de gestion de l'effort et de stratégie qu'il faudra mettre en place. Et sur des courses sans oreillettes, ça pourra être très intéressant à suivre. Oui, parce que c'est vrai que il y a deux difficultés principalement dans ce circuit qui fait quand même 27 km. C'est la Zurich Bergstrasse
qui est au tout début, qui fait quand même 700 mètres à 8%, c'est la plus pentue. Et on a un petit peu plus loin la montée de Wittikon, qui fait un peu moins de 2 km à 6-7% de moyenne, selon les chiffres, les données qu'on peut avoir. Et après, voilà, il y a pas beaucoup de plats, mais pas vraiment de grosses difficultés non plus. On est un peu sur un plateau légèrement vallonné, puis une descente, allez, on va dire un faux plat de 2-3 km, et les 2 derniers kilomètres qui sont tout plats, le bord du lac, pour revenir sur la ligne d'arrivée. Johan, qu'est-ce que tu en attends de ce parcours de ton côté? Là, les attentes, elles sont très directement conditionnées aux coureurs qui vont faire la course, et notamment, a priori, les coureurs favoris qui sont des coureurs qui vont a priori attaquer de loin et faire casser la course de loin. Donc, ça va forcément largement conditionner la course et comment ça va se passer. Moi, je serais assez chaud pour un regroupement et un sprint à 30 et une victoire d'Oscar Freire ou quelque chose comme ça. Alors, Oscar Freire, ça va être compliqué. Oui. Parce que pour le coup, c'est justement des choses qui arrivent plus beaucoup dans le cyclisme actuel. Et là, le circuit qui est quand même assez propice à ça, moi, ça me donne un peu envie d'un dans ce genre. Du coup, en tout cas, je trouve ça pas mal par rapport aux coureurs qu'on a actuellement, de ne pas avoir une bosse effectivement à 3 km de l'arrivée dans laquelle ça pourrait se mettre une mine. Donc, ça, en tout cas, c'est ça qui va être sympa. Ouais, donc c'est-à-dire que c'est un circuit qui force à tenter les choses, à s'ouvrir, et pas forcément à attendre le dernier moment. Même si... C'est vrai que c'est un circuit type du début des années 2000 avec plein de côtes, mais un final tout plat, et Eric Zabel qui fait 2 ou 3e. Ouais, sauf qu'il y a 4400 mètres de dénivelé quand même, donc de là à ce qu'un même puncher sprinter passe. Je sais plus lequel, si c'était un Vérone ou si c'était celui de Lisbonne qui était dit pour puncher et où ça finit complètement en sprint. Faudrait regarder au parcours. Enfin, Mathieu, t'as dit que t'as regardé au dénivelé, je pense pas que t'étais remonté jusqu'à 2001. Alors je suis remonté jusqu'à Vérone à peu près, quoi. Enfin, jusqu'à Vérone-Stuttgart. Vérone lequel de Vérone, 2004 ou 99 mais non, c'était Vérone-Balane, donc... 2004. Donc de 2008. C'était Varese. Vérone, c'est Freire. Varese, voilà. Oui. Ouais, les villes italiennes qui commencent par V, je suis perdu, voilà. Donc non, je suis pas remonté jusqu'à Vérone. Mais... Ouais, enfin, j'avais essayé de chercher en remontant au moins jusqu'à Varese, Stuttgart, circuit qui avait à peu près le même dénivelé total positif, et je crois que ça avait du mal à arriver jusqu'au 4500 à peu près de Zurich. Donc ça peut aussi être un élément à prendre en compte, même si ça va surtout être au niveau de l'accumulation plus que de la difficulté sur une côte, en fait, sur ce parcours. Ça, ouais, je viens de regarder rapidement les mondiaux à Lisbonne, des côtes en début de parcours en 2001. Alors selon PCS, parce que j'ai été chercher rapidement là-dessus, 2500 mètres de dénivelé, et Oscar Freire qui gagne au sprint, André Hoffmann sur le podium, Zabel top 5. Donc, bon, on est vraiment sur un parcours comme ça, ouais. Où tout peut se passer. Un mec en solitaire peut gagner, des favoris font une sélection énorme, et le 10e il finit à 4 minutes, ou alors on a un sprint à 25, 30, 40. Parce qu'après, les mondiaux, il y a le côté course d'un jour. Hein. Ça cadenasse et que ça roule pas trop. Après, tu as toujours les sprinteurs qui peuvent passer. Hein. C'est comme Liège-Bastogne-Liège qui se finissait à des pelotons de 50 avec victoire de Samuel Gerrans. Hein. Oui, il peut se passer beaucoup de choses. Après, ouais. C'est quoi là je suis allé voir le circuit de Lisbonne, parce que moi je le connaissais pas, je connais pas très bien encore ce cyclisme de cette époque-là, mais je vois, en tout cas sur la Flamme Rouge, ça donne à peu près un dénivelé total positif à peu près équivalent. Donc ça peut permettre du parcours de Zurich, donc ça peut permettre de faire un petit peu cette comparaison. Alors bon, du coup, vous avez surtout parlé de ce que ça peut donner chez les élites hommes. Dans les autres catégories, et notamment aussi chez les élites dames, ça va être un peu la même chose, surtout il va falloir, ça pousse à tenter de loin à ouvrir la course. Côté féminin, je pense plus qu'il y aura du mouvement, parce que côté masculin, il risque d'y avoir beaucoup de nations qui vont attendre Pogačar et qui vont pas nécessairement anticiper avant lui. Parce que si tu fais une course ultra difficile, c'est le meilleur moyen pour te laisser aligner par Pogačar sur la fin.
Alors que côté féminin, c'est un peu différent parce que Vollering paraît comme ultra favorite, mais d'un autre côté, elle s'est bien loupée à plein de moments cette saison. Kopecky qui paraît très forte, mais ça peut être une course d'anticipation, ça peut se jouer aussi par le sprint, si c'est un petit comité. Si tu veux sprint chez les filles, il y a Vos qui va être là, qui fait coucou, et puis... Ouais, il faudra encore voir quelle sera l'organisation néerlandaise. Mais si, il y en a une. Oui. Voilà. Mais bon, pour dire de manière générale, le circuit de ces mondiaux de Zurich, il vous plaît quand même de manière globale? Il est incertain, donc c'est bien. Mais je pense qu'il plaît parce qu'on n'a plus trop eu des parcours comme ça sur les dernières années, parce que on avait plus des choses typées avec une bosse un peu plus décisive, parcours un peu plus centré sur une difficulté particulière. Donc je pense que ça change un peu et que ça serait le 5e fois en 6 ans qu'on se tape un parcours comme ça. Je pense qu'on n'aurait pas le même ressenti, mais là en tout cas ça fait plus, ça donne envie d'avoir justement une course un petit peu différente. Ah, t'es dur quand même, parce que les parcours notamment au Royaume-Uni ils étaient un peu dans le même type, dans le sens où il n'y avait pas une grosse difficulté qui fait peur, il n'y avait pas d'épouvantail. Non, mais Glasgow, il y avait une tellement de bosse qui virages. était... Glasgow, oui. Glasgow, avec tous les virages, on peut pas le comparer à ce qu'il y a à la Vela. C'est pas le même profil Glasgow. Et après, sur l'autre parcours... Harrogate, c'était un avait peu... au Royaume-Uni, t'avais une bosse. T'avais une bosse sur laquelle tout le monde se focalisait à Harrogate. Il y avait la météo aussi qui fait que ça changeait radicalement les roulements de la course. Ouais. Tu mets le circuit d'Harrogate avec 20 degrés et du soleil. Oui, c'est pas la même. C'était clairement pas le même championnat du monde. Ouais, ça c'est certain. Bon, en tout cas, au niveau du parcours, on voit que, alors, on enregistre pendant la course junior dame, il pleut et c'est un sacré foutoir. Mais comme ça, quel que soit le tracé, tu pourras avoir un tracé qui est entièrement plat, où tu as 2 virages, et où la route fait 15 mètres de large du début à la fin, il y aurait de la pluie et du vent. C'est le bordel du début à la fin. Donc, oui, ça, on peut en avoir de partout. Mais bon, du coup, en tout cas, ce circuit, il peut nous réserver pas mal de surprises, en tout cas. Surtout qu'en plus, il y a de la distance côté masculin. Oui. Qui va vraiment avoir son rôle à jouer, parce que... Oui, parce qu'on a 274 km au total. C'est ça, c'est une des courses les plus longues de l'année. Alors que malheureusement, côté féminin, on a une course qui est plus petite qu'un tiers des étapes du Tour ou du Giro. Ah, ça, c'est bon. On pourrait attendre mieux après. Ça va être bien de Milan-San Remo féminin qui va faire 110 km, ça va être superbe. C'est formidable. Oui, ça c'est vrai que bon, c'est les journaux italiens qui en parlaient ces derniers jours que un Milan-San Remo pourrait être créé pour les femmes l'an prochain, mais du coup qui partirait pas de Milan mais plutôt de Gênes, donc uniquement sur la côte. Bon, on verra ce qu'il en sera, mais il y a aussi un peu la problématique que déjà on aurait peut-être moins l'effet distance que la course masculine, et aussi que le même week-end il y a le trophée Obinda chez les femmes, qui fait partie de ce qu'on pourrait appeler des monuments du calendrier féminin. Bref. À présent, je vous propose de passer à nos favoris, outsiders, les coureurs qu'il va falloir suivre, en particulier pour la course en ligne élite homme, déjà dans un premier temps. Alors, il y a un nom, bien évidemment, qui va revenir en particulier. Thomas Vauclair, le sélectionneur de l'équipe de France, le disait très clairement dans une interview à Ouest France cette semaine. Il y a un seul favori, c'est Pogačar. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Oh non, parce que le favori, c'est André Mifsud, en vrai. Donc, on voit un peu. Mais bon. Andrea Mifsud qu'on salue, puisqu'il représentera pour la première fois Malte sur ces championnats du monde. Oui. Mais bon, en dehors de la blague... Je vois personne d'autre aussi archi favori que Pogačar à titre personnel. Entre ses entre ce qu'on connaît de lui, le parcours et sa démonstration de force à Montréal, même à Québec, qui est un peu moins dur, il était très très fort. Voilà, il était très fort, il s'est fait rattraper avant la fin. Oui, mais il y avait 70 km de moins. Donc bon, oui, il était très fort et il s'est fait rattraper avant la fin. Après, justement, la caractéristique qu'on peut voir sur Grand Prix de Québec
et Milan-San Remo, c'est que c'est des courses qui sont peut-être pas assez difficiles pour Pogačar. C'est ça. Alors que là, ce sera assez difficile avec les plus de 4000 mètres de dénivelé sur 270 km. Il arrivera largement à faire la différence. Ouais, mais il n'y a pas non plus une côte ultra dure pour qu'il fasse la différence à coup sûr, quoi. Quand même. Il n'y a pas un moment où il pourra se lancer et en 1 kilomètre par différence. Le moment où il y a 1 kilomètre qui est vraiment... Enfin, la côte où il y a des passages à 11%, c'est sur 300-400 mètres. La longue montée qui est un petit peu derrière, le passage dur et long, entre guillemets, on a 1 kilomètre qui a 7-8% grand max. C'est quand même pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas là-dessus qu'il va prendre 10 minutes. Oh, ça lui suffira ça pourrait lui suffire pour avoir 15-20 secondes au sommet. Hein. Comme ouais, 15-20 secondes au sommet, mais derrière, il en reste 25 qui sont plats ou en descente. Oui, mais Pogačar, personne ne le rattrape. C'est un peu comme... cela dit, Remco aussi peut faire ça. Mais Pogačar, à partir du moment où il prend 15-20 secondes, personne va réussir à l'attraper. Hélas, pour le suspense. Je me dis, l'avantage, c'est comme ils n'auront pas les oreillettes, s'il y a un groupe de 8-9 avec quelques bourrins derrière, ils n'auront pas les DS qui sont derrière, on va leur dire « On donne pas trop, parce qu'il faut que tu aies de la force au cas où ça revient, et au final, le mec qui est devant, il reste devant avec 15 secondes jusqu'au bout. » Il y en a 2-3 qui sauront s'arracher pour revenir, et... Enfin, si t'as des mecs à la Van Der Poel ou à la Evenepoel qui sont derrière, clairement, ça va rouler pour revenir sur Pogačar. Pogačar est peut-être pas à l'abri d'un Jonathan Narvaez ou quelque chose comme ça. Hein. C'est déjà arrivé. Hein. C'est vrai. Alors, dans Jonathan Narvaez, il est à l'abri puisqu'il il sera pas au départ. Oui. Mais après, oui, il peut y avoir des surprises. Il peut se passer beaucoup de choses. Après, on peut parler aussi peut-être par rapport à l'équipe qu'il aura. C'est pas l'équipe UAE, la sélection slovène. On a... alors certes, il y a des coureurs comme Primož Roglič, Jan Tratnik qui seront là, mais par exemple Matej Moric est forfait de dernière minute, et il sera peut-être un petit peu moins bien encadré que sur l'ensemble de la saison au sein de l'équipe UAE. Est-ce que ça peut jouer ça aussi pour Pogačar ? Ça peut jouer, mais ce sera pas à son équipe de prendre les rênes de la course, a priori. Je pense que Belgique va avoir... Ah bon. Dans les derniers championnats du monde où Pogačar s'est aligné, j'ai pas souvenir que la Slovénie ait beaucoup roulé. Et c'est pas un gros collectif sur le papier, donc je doute qu'ils prendront les choses en main. Et la Belgique, ils vont dans tous les cas rouler. Donc, voir les Pays-Bas, au moins. Donc, je me fais pas de soucis sur le fait que la Slovénie aura pas trop à rouler sur les au moins 100-150 premiers kilomètres. Et que bon, pour les 120 derniers, ils auront le matos. Les Slovènes, c'est pas un gros effectif. Govekar, il est quand même en forme ces derniers temps. Domen Novak, c'est loin d'être ridicule cette année. Mesgetch pour aider sur le plat au début. Tratnik. Mais non, mais je ne dis pas que c'est un collectif nul. Je dis que c'est pas le même collectif que les Pays-Bas ou la Belgique. Non, mais eux ont des favoris, ou gros outsiders, et prennent d'habitude les choses en main. C'est suffisant pour encadrer parfaitement Pogačar pendant 180 à 200 km. Pogačar qui met une mine à fond à 80 km de l'arrivée, qui fait tout péter, et derrière il bouge dans tous les sens à tous les tours dans la côte. Il y a un Roglič qui attend pour éventuellement faire le même au dernier tour. Si jamais ça n'a pas marché, on pourra attendre un sprint en petit comité. Si sprint en petit comité il y a, ça a de quoi être une excellente équipe quand même pour Pogačar. Hein. Ouais, évidemment. Les Pays-Bas, c'est plus faible que la Slovénie, hein, en termes d'équipe. Hein. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Collectivement, enfin, je vais pas dire que c'est plus bas, mais c'est relativement similaire. Hein. Ouais, non, c'est parce qu'il n'y a pas de gros plan B derrière. Non, il n'y a pas de plan B. Mais il n'y a que des solides équipiers. Enfin, je vois pas vraiment de gros poids morts. À la limite, Riesbeck. Mais bon, lui, je pense qu'il va faire le portage de bidon sur les plats au début de la course. Mais il n'y a que des bons équipiers. Bon, évidemment, il n'y a pas de plan B. Il n'y a même pas de Primož Roglič. Ça, on est d'accord. Mais déjà, ils sont plus aussi en termes de quantité de coureurs. Donc, bon, après, si on compte André Avenue Sud, on est à 9 aussi. Hein. Puis les Néerlandais, ils ont Frank Van Den Broek, donc il sait se donner pour un coéquipier, lui. Frank Van Den Broek. Mais je ferai un petit mot, parce que
t'évoquais un peu des différentes possibilités stratégiques qu'il pourrait y avoir pour la Slovénie. Tu imaginerais un scénario où ça soit pas 100% Pogačar pour la Slovénie? Est-ce que tu imagines réellement Primož Roglič faire l'équipier pour Tadej Pogačar? Voilà. Donc, donc clairement, pour moi, la Slovénie, ils ont forcément un plan A qui reste un des grands favoris, bien sûr, avec Tadej Pogačar, mais clairement, Roglič, ça va être le mec qui va foutre la merde dans le groupe de poursuite parce qu'il aura les jambes pour suivre et il va être derrière en second rideau et qui va jamais passer de relais. Et les coureurs qui vont rouler derrière Pogačar, si à un moment Pogačar part seul, devront faire avec Roglič. Donc ça veut dire que Roglič peut être un atout pour Pogačar, dans la mesure où Roglič peut être un outsider au même titre, voire plus que tous les adversaires, et venir embêter. S'il n'y a pas de vraie attaque avant le dernier tour, c'est-à-dire qu'on a un peloton de au moins 80 coureurs avant le dernier tour, et que tout se fait là-dessus, Roglič va pas servir énormément. Enfin, on les connaît, hein, les Pogačar, Evenepoel, Van Der Poel. Ça les dérangera pas de balancer une bonne mine à 100 bornes de l'arrivée. Si ça part là, effectivement, Roglič va être costaud et pourra rester dans les roues sans prendre le vent pendant 2 bonnes heures. Et il risque d'être plus frais que d'autres dans le dernier tour. Et là, ça se retrouve à être une aide énorme pour le collectif slovène. Si on peut parler de collectif dans une course où il restera plus que 8 ou 9 mecs. Mais oui, c'est une aide énorme. Alors que côté néerlandais, par exemple, si c'est Mathieu Van Der Poel qui met cette attaque-là, derrière, même si ça reste des excellents équipiers, je vois pas les Néerlandais se dire ouais, mais on a Bart Lehmann quand même au cas où si c'est fini derrière. Oui, donc ça peut être un peu plus compliqué. Si je reviens du coup à ma question initiale, Pogačar, c'est le grand favori, le numéro 1. Après, il y a Evenepoel, sur les classiques, mettre une hiérarchie entre les deux, c'est compliqué, dans le sens qu'ils ne sont pas beaucoup affrontés non plus sur la route. Et que les deux, à chaque fois qu'ils étaient là, ils étaient ultra dominants par rapport à la concurrence. Donc, dire que l'un va lâcher l'autre, que l'un va dominer l'autre, c'est quand même très théorique. La dernière fois qu'ils étaient ensemble, en plus, sur un championnat du monde, c'était... en tout cas, qu'ils étaient bien, tous les deux au top de leur forme. C'était, je crois, en Australie, là, à Melbourne. Et bon, Evenepoel gagne et Pogačar fait pas grand-chose, mais il se fait plus prendre sur un coup tactique. Donc, si Pogačar se fait battre, ce sera peut-être pas à la pédale. Et de même pour Remco Evenepoel, cela dit. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas été souvent opposés face à face directement sur des courses d'un jour. Parce que on va dire, la Lombardie l'année dernière. Ouais, c'est le résultat où ils ont été le plus proches. Sinon, on a les championnats d'Europe 2021 où Evenepoel fait deuxième derrière Colbrelli. Sinon, à chaque fois, c'était assez éloigné. C'est genre. Evenepoel fait pas les mondiaux l'année dernière. Evenepoel fait les mondiaux, mais en fait, comme c'était pas un parcours pour lui, il se retrouve assez vite en jeu. Si on limite. Après, c'est Liège 2023, Pogačar abandonne. Les mondiaux 2022 remportés par Evenepoel qui fait un numéro. Saint-Sébastien 2022, Pogačar abandonne, Evenepoel gagne. La Flèche Wallonne 2022, bon, rien de très notable. Le Lombardie 2021, Pogačar gagne, Evenepoel 19ème. Donc voilà, on n'a pas eu beaucoup d'opposition frontale entre les deux sur une course d'un jour. Si on l'a cette fois, enfin, sur ces mondiaux, ça sera aussi un élément qui sera particulièrement intéressant. Parce que forcément, c'est peut-être deux des plus gros poissons sur ce genre de course d'un jour. Très difficile et une course d'un jour. Et pour l'instant, on les a vus que quasiment que chacun de leur côté. Donc ça va être un élément intéressant. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui croit plus en Evenepoel qu'en Pogačar ? Moi, je crois plus en Mathieu Van Der Poel qu'en Pogačar et Evenepoel. Ah oui, donc c'est Van Der Poel qui est le favori numéro 1 pour se succéder à lui-même ? Parce que il y a match, hein, clairement. Pour moi, il n'y a pas un grand favori. Mais le tracé fait que ça va pas juste se jouer dans la bosse. Et on n'est pas sur un tracé où si on pense par exemple à ce que Pogačar a fait sur Liège-Bastogne-Liège ou sur l'Estrade Bianche où il part dans une difficulté bien violente, il y a eu d'autres moments après où il y avait encore des difficultés pour relancer. Là, une fois qu'il va partir dans les côtes,
Il y a cette portion de 4-5 km en début de circuit qui a un peu à son avantage. Et encore, je dis un peu, parce que la deuxième côte qui est un peu plus longue, elle n'est pas vraiment horrible non plus. Il va falloir qu'il gère 20 bornes à chaque fois avant de retrouver un passage qui est vraiment pour lui. Donc, va falloir gérer sur une portion globalement plate sur la fin. Enfin, ça me fait un peu penser à la fin de certaines Flandriennes, où il y a des difficultés qui sont loin de l'arrivée, il faut gérer sur la fin. Quitte à mettre des coureurs costauds, ouais, je crois plus en Van der Poel que Pogačar. Mais après, Mathieu, tu sais que je suis pas non plus objectif quand je parle de Mathieu Van der Poel. Oui, c'est contractuellement, tu es obligé de citer Mathieu Van der Poel. Donc bon, on n'y peut rien. Johan, j'ai l'impression que tu es un petit peu moins emballé par Mathieu Van der Poel que Geoffrey, je me trompe? Non, c'est plus la remarque, ça peut être ouvert, ça peut être séparé, il y a 20 bornes, il peut se faire reprendre. La tendance du cyclisme actuel, c'est pas ça. La tendance, c'est que ça part de loin et après, les équipiers, ils n'arrivent pas à rouler aussi vite que même à 5 que les coureurs qui sont devant. Donc, je trouve ça assez optimiste comme scénario. J'aimerais bien que ça puisse être le cas et que ça soit équilibré, mais je suis pas intensément convaincu à l'avance. C'est-à-dire que c'est presque l'avantage au premier qui attaquera dans le final et qui arrivera à prendre 5 secondes d'avance? Non, parce que ça dépend de qui est devant. Par exemple, si tu as Evenepoel et Pogačar qui partent, est-ce qu'ils roulent à deux? Est-ce que Evenepoel il se dit, bon, attends, j'ai la meilleure équipe, je vais pas rouler tout seul avec un mec qui va plus tout moi au sprint, alors que derrière, j'ai plein d'équipiers qui sont capables d'aller gagner aussi. Je sais pas, après, ça dépend de la tactique des équipes. C'est dépend de je rouler, pense ça que- une heure de course, mais Je pense que Remco, il va dire ouais non, je roule pas, j'ai quand même Jasper Stuyven qui attend derrière. On va on va temporiser. Je pense pas que s'il roule pas, ce soit tant pour son équipe. Je suis d'accord avec toi sur ton propos, mais est-ce que c'est parce qu'il aura des équipiers derrière qui peuvent gagner, qui va pas rouler? Peut-être pas sûr non plus, quoi. Sur le papier. après, je t'avoue, quand t'as dit la phrase, j'y ai pas cru. Mais bon. Toi, Titouan, est-ce que tu crois en Remco Evenepoel pour ces mondiaux? J'y crois moins qu'en Pogačar, mais j'y crois. Et pour le coup, tu te posais la question à Johan, est-ce que ce sera la prime au premier qui attaque? Moi, je pense que oui, ce sera la prime au premier favori qui attaque plutôt. Au premier entre Pogačar et Evenepoel qui attaque. Parce que dans les deux cas, s'ils partent pas tous les deux, celui qui part en solitaire, les deux sont des très beaux rouleurs. Donc ils se feront jamais revoir, surtout que comme disait Johan, c'est la tendance actuelle du cyclisme où un mec part solo et derrière ça arrive pas à revenir, question tactique ou pas, question physique ou pas. Donc ce sera plutôt la prime au premier attaquant. Et si Remco réussit à faire la différence dans la bosse ou même sur le plat sur un peu repartir un facteur, c'est facile d'y croire, mais est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va pas être ultra surveillé aussi? Parce qu'on a quand même vu son gros niveau de forme. Ça, ce sera aux autres équipes de voir. Mais Donc, c'est-à-dire en que tout cas, pour il me toi, paraît au papier moins favori que Pogačar, qui est quand même meilleur puncher, qui a quand même une grosse giclette et qui peut poursuivre. Enfin, les deux ont des profils assez similaires sur les courses d'un jour, mais je sais pas, il y a un truc qui me fait me dire que Pogačar réussira davantage à faire la différence que Evenepoel. c'est-à-dire que pour toi, Titouan, il y a Pogačar, puis Evenepoel, puis les autres? C'est ça, absolument. Les autres, et en plus, j'en vois pas beaucoup parmi les autres qui font office de grands favoris ou de gros outsiders, à part Van der Poel, mais il m'a pas beaucoup rassuré autour du Luxembourg, au même titre que Mark Hirschi. Les deux m'ont paru forts, mais pas non plus assez forts pour pouvoir rivaliser avec Evenepoel et Pogačar. Donc, ouais, du mal à voir autre chose que cette hiérarchie-là. Après, pour Evenepoel, il est là pour lui que si jamais lui il attaque et qu'il est tout seul, derrière il n'y a pas forcément le monde autour de Pogačar pour rouler autant que la Belgique aura des coureurs pour rouler derrière Pogačar. Parce que du côté de la Belgique, on a dans les coureurs qu'on peut avoir dans le final, on a du. Et Campenaerts. Alors, Campenaerts, je sais pas s'il sera là dans le dernier tour. Non, mais pour rouler. Oui, mais il pour- y a de fortes chances que ça roule avant le dernier tour. de toute Non, façon. bien sûr, oui, mais pour rouler pendant 150 bornes, il sera là. Mais dans le final, pour la Belgique, on peut avoir du Wellens, du Stuyven, du Van Rails. C'est des coureurs qui sont quand même Est-ce costauds. que, aussi, ouais, quoi.
Est-ce que Wales il va rouler contre Pogacar? Est-ce qu'il va pas recevoir des appels des managers avant en disant non, mais tu fais genre, t'es pas bien. Ah bah ça, après ça, c'est la grande question qu'on a à chaque fois que c'est des courses par nation et non plus par équipe de marque. Ça, finalement, c'est compliqué, mais... Toi, Johan, est-ce qu'après, en dehors des coureurs qu'on a cités, enfin, vous avez cité principalement Pogacar, Evenepoel et un petit peu Mathieu Van Der Poel, parce que Geoffrey est obligé. Même si, bon, forcément, le néerlandais, on est obligé de le cocher pour défendre son titre. Est-ce qu'il y a d'autres noms qui pourraient avoir une place, un impact dans la course? Bah, après, t'as les coureurs un peu justement sur le côté regroupement qui peuvent aller chercher une place. T'as des Pedersen, t'as des Binyam Girmay qui sont des profils intéressants justement pour venir régler un petit groupe. Des Magnus Carlsen peut-être, même si moi, c'est moins encore classique. Je sais pas, pareil, en Espagne, t'as un Pello Bilbao qui sprinte bien, des choses dans le genre qui peuvent être intéressantes. Après, moi, il y a l'équipe Osren que je trouve en forme, et qui a plein de coureurs, qui a plein de super coureurs. Après, qu'il n'y a aucun coureur qui est capable de gagner un sprint, mais Bah, Michael qui Matthews fera a une une belle médaille. équipe pour attaquer. Voilà, qui est incapable de gagner un sprint. Et il a gagné le Grand Prix de Québec. Ouais, c'est pas n'y arriver en côte. Hein. Mais ouais, l'Australie aussi, qui a un très bel collectif. Je sais pas comment ils vont peser sur la course ou pas, mais qui en plus ont la dynamique de leur victoire sur le relais mixte. Sont peut-être dans les coureurs beaucoup à l'attaque, comme la France. On verra. Geoffrey, est-ce qu'il y a d'autres noms? Alors, Johan en a cité quelques-uns. Il y a d'autres coureurs qui pourraient être intéressants et avoir un rôle dans cette course, dans le final? Je suis curieux de ce que va donner le collectif britannique. Ouais, parce qu'on a les frères Yates, on a Tom Pidcock, Oscar Hanley, Stephen Williams. Voilà, donc ça fait un beau collectif, mais sans que avec le type de tracé, je sais pas spécialement quel pourrait être le type de stratégie qu'ils mettent en place. Si on a une course longue, difficile, où il y a de l'animation dans tous les sens de très loin, je me dis que côté français, il y a des choses qui peuvent être à faire, parce qu'on a des coureurs qui apprécient ce genre d'épreuve. Mais enfin, c'est ça qui est bien avec ce parcours, c'est soit c'est les favoris qui y vont, et a priori... Enfin, si c'est un gros bazar de très loin et que c'est les attaquants qui vont au bout, clairement, sauf chute, à part Pogacar, Evenepoel et Van Der Poel, il y a peu de monde qui pourra être un vrai candidat sérieux au podium. Par contre, s'il y a des moments de temporisation, des moments où ça se regarde et que ça finit au sprint en petit comité, bah, c'est tellement imprédictible. Oui, c'est et ça tant mieux. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi avec ce parcours. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il peut se passer tellement de scénarios différents qu'on est incapable de dire précisément comment la course va se dérouler, ce qu'on peut attendre, etc. Ça peut aussi bien partir de très loin, avoir un scénario classique de Pogacar Evenepoel, comme ils l'ont montré récemment, ou même par exemple Pogacar à Montréal qui part à 2 tours de l'arrivée alors que personne ne l'avait fait jusqu'à présent, pour aller gagner et résister tout seul jusqu'à l'arrivée. C'est ça. On peut avoir une attaque et puis ça revient dans le final, ça se joue au sprint à 20, 30, 40 coureurs. C'est ça se regroupe, et puis dans le dernier tour ou dans l'avant-dernier tour, t'as deux gaziers, je sais pas, Mats Pedersen et Jonas Abrahamsen qui s'échappent et qui bourrinent, et derrière ça met trop de temps à réagir, et merde, ça revient pas. Enfin, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, hâte de voir la mieux, course. Ouais, il y a une vraie hâte de voir la course avec ce tracé. Bah, et comme Yann le disait tout à l'heure, il est bien pas parce qu'il est bien intrinsèquement, mais parce qu'il est différent de ce qu'on avait ces dernières années. Et sans oreillettes. Aussi, c'est un élément qui est quand même aussi important. Parce on sait que les coureurs ont l'habitude de courir toute la saison avec les oreillettes. Même s'il y a eu des petites expérimentations autour de Burgos et autour de Pologne. Mais là, le fait de ne pas avoir un DS qui dit attends, t'en donne pas trop dans le groupe là, de poursuite, parce qu'il faut que tu aies de la force au sprint pour attaquer après, ça va changer énormément la chose. C'est pour ça quand Titouan disait tout à l'heure que le premier des grands favoris qui va partir devant et qui sera isolé face à un groupe derrière aura un énorme avantage, je pense pas, grâce à l'absence d'oreillettes et grâce à certaines stratégies parfois frileuses dès qu'on est en poursuite. Donc on verra, ça devrait pouvoir ouvrir la course en tout cas, et de donner une course sympa.
Geoffrey, tu as parlé un petit peu des Français rapidement. Je vous donne la sélection au cas où vous ne l'auriez pas vu. On a Julien Alaphilippe, Romain Bardet, Julien Bernard, Romain Grégoire, Valentin Madouas, David Gaudu, Rudy Mollard et Pavel Sivakov. Titouan, qu'est-ce qu'on peut attendre de notre équipe de France? Est-ce que il y a peut-être moyen d'aller chercher ce maillot arc-en-ciel à nouveau? Alors, maillot arc-en-ciel, j'ai du mal à y croire, malheureusement, parce que je vois personne capable de s'isoler ou de gagner un sprint, même si on aura de très belles cartes sur ce parcours. Je pense à Romain Bardet, s'il est pas trop cramé de sa saison. Je pense à Valentin Madouas et David Gaudu. Les deux ont fait, surtout David Gaudu a fait très bonne impression autour du Luxembourg. Justement, je disais que Marc Hirschi et Mathieu Van Der Poel m'avaient pas beaucoup rassuré. Enfin, en tout cas, me semblait pas super fort sur cette course, alors que le Breton, lui, a été assez impressionnant. Bon, après, je suis pas très objectif sur lui, mais voilà. Je pense que ça peut être possible. Bon, après, Mathieu Van Der Poel, l'année dernière, avant son titre, il était pas impressionnant non plus. Hein. C'est pas faux. Mais Mathieu Van Der Poel, c'est bien se préparer pour les grands rendez-vous. Donc bon, je me prononcerai pas trop sur le néerlandais. Mais sur le breton, sur les deux bretons, hein, à vrai dire même de la sélection, j'y crois pour une médaille. Madouas, on sait qu'il peut aller gratter un accessite toujours sur, on va dire, sur sa classe, sur son endurance, sur un coup qui ressort, etc. Il a quand même un bon petit sprint et voilà. Mais pour un arc-en-ciel, je peux pas m'imaginer qu'on l'aura. Cela dit, quand même très hypé par la composition de l'équipe de France parce qu'il y a de quoi foutre le bordel. Il y a de quoi attaquer de loin, il y a de quoi tenter des choses. On sait que Thomas Voeckler, il fait toujours des plutôt bons choix tactiques et des bons choix de sélection. En tout cas, il a pour l'instant un bon bilan avec aussi la chance d'avoir des coureurs forts, qui est pas négligeable. Mais il y a de quoi, en tout cas, tenter à plusieurs tours de l'arrivée. On peut imaginer qu'un coup parte un peu en avance avec Romain Grégoire ou Pavel Sivakov. Pavel Sivakov qui est aussi quand même pas mauvais dernièrement. Enfin, il a laissé de bons souvenirs. Il sort d'une belle Vuelta aussi. Donc voilà. En tout cas, c'est vrai que ça va être compliqué d'anticiper les stratégies de Thomas Voeckler. Ouais, voilà. Mais même Julien Alaphilippe, s'il a un bon niveau là aussi, on peut imaginer qu'il fasse une très belle course et qu'il aille aussi faire un podium avec Pogačar, qui soit parmi les Pogačar, Evenepoel, Van Der Poel sur sa bonne forme. Le parcours n'étant pas si sélectif, comme a quand même rappelé Geoffrey, pas en grosse bosse ou faire d'énormes différences non plus. Il peut tenir et il y a plein de scénarios possibles et c'est ça qui est assez sympa. L'équipe de France va être très cool à suivre cette année sur le championnat. Et Alaphilippe qui montre qu'il a retrouvé des jambes puisqu'il a pris la 3e place du Grand Prix de Montréal il y a peu. Donc on sait qu'on devrait pouvoir compter sur lui. Johan, qu'est-ce que tu attends de nos coureurs français? Parce que il me semble qu'il y a un coureur français en particulier que tu attends sur cette course. Je sais pas si je l'attends, mais en tout cas, moi, c'est si je dois pronostiquer un Français qui va faire quelque chose, parce qu'en plus, je pense que Gaudu va être un peu attribué à un rôle de suivre les grosses attaques, c'est Sivakov, qui a fait quand même des raids absolument monstrueusement débiles sur la Vuelta, et qui a une grosse endurance, qui a une grosse force, qui l'année dernière avait gagné, je crois que c'est le Tour Toscane, je sais plus. Donc classique italienne, pareil en fin de saison. Donc qui pour moi a les qualités pour aller justement être, parce que je pense que la tactique elle va être claire, c'est t'anticipes et t'attaques avant que les gros attaquent et tu mets des coureurs devant, c'est comme aux Jeux Olympiques. Et dans le genre, pour moi c'est Sivakov qui s'étingue le plus sur ce plan-là. Donc c'est ce coureur que j'attends de plus, celui que je t'ai mis en prono pour la victoire au titre. Après, de manière plus raisonnable, la France c'est peut-être la nation qui est favorite à une médaille, qui n'est pas favorite au titre, mais sur la force de l'équipe et la dynamique de l'équipe en général, c'est peut-être la nation favorite à avoir une médaille. Si tu dois parier sur une équipe, à la limite, c'est peut-être le pari le plus sûr. Ouais, c'est-à-dire que ça va être compliqué d'aller chercher le maillot arc-en-ciel, surtout quand il y a du Pogačar, Evenepoel, Van Der Poel en face. Déjà, il devrait y avoir une place qui se libérera derrière. Déjà, si on arrive au sprint, on n'a pas les meilleurs sprinteurs. Même si ça arrive en sprint face à peu près n'importe quel autre coureur qu'on a cité, c'est compliqué.
Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies un coureur qui arrive a priori tout seul ou contre un outsider. Enfin, tu as des conditions qui font que c'est un peu compliqué d'imaginer le titre, quoi. Le parcours, il est presque trop dur et pas assez dur. Enfin, je sais pas, après. Donc, on a beaucoup de grimpeurs, mais du coup, le parcours, c'est pas un parcours pour grimpeurs non plus. On n'a pas amené Christophe Laporte parce que le parcours est trop dur pour lui. Enfin, donc, c'est pas forcément le parcours idéal pour qu'on aille gagner, mais en fait, on a un collectif qui est tellement fort que forcément, on va jouer la course, on va peser sur la course, on va avoir des coureurs français. Mais après, dire qui va être le résultat dans tout ça, après, c'est un peu plus compliqué. Oui, à moins de s'appeler Madame Irma, ça va être compliqué d'anticiper. Geoffrey, pour terminer, les Français, leur rôle, ça va être limite l'équipe numéro 1 qui va venir dynamiter la course. Ouais, même, je pense que dynamiter la course, c'est un peu un euphémisme, parce que quand Titouan disait qu'ils allaient foutre le bordel, je crois que c'est vraiment plus approprié, parce que clairement, on a que des mecs qui aiment les courses dures, longues, difficiles, où ça bouge de partout. Ouais, on n'est vraiment pas l'équipe qui va espérer un regroupement. Ouais, Quand donc, on limite, évoquait, donc limite, on aura des attaques avant d'entrer sur le circuit de Zurich. peut-être pas avant, mais dès le premier tour, pourquoi pas, hein. Et des coureurs qui peuvent aussi tenter leur chance, mais pas uniquement dans la côte en début de circuit. Mhm. On a vraiment une équipe où 2-3 bornes après la côte, il y en a qui ont besoin de souffler, ça se regarde un peu. J'imagine très bien voir certains de nos coureurs en mettre une à ce moment-là et relancer à un moment où d'autres ont besoin de souffler. Et la densité du collectif qu'on a peut vraiment nous aider à ça. En tout cas, il y a de quoi faire, parce que si on regarde sur la compo qu'on a, en dehors de Julien Bernard et Rudy Mollard, on a que des coureurs qui peuvent tenter leur chance et qui seraient en mesure de faire quelque chose. Et effectivement, Julien Bernard et Rudy Mollard sont pas ceux qu'on attend nécessairement pour la gagne, mais si on a une course longue, hyper dure, où ça pète très tôt, au niveau national, c'était sur un tracé beaucoup plus difficile, mais les championnats de France à Cassel, c'était hyper dur, ça fait la course depuis très très tôt, c'était au point où tout le monde explosait un par un dans le final, tellement ils en avaient plein les jambes parce que la journée était difficile. Et il y avait un peu plus de dénivelé, il y avait plus de pente, mais ça faisait que 220 bornes. Mais ils font 2 et 3 ce jour-là. Donc c'est des coureurs qui sont là avec un statut d'équipier, bien sûr, par rapport aux autres. Clairement, ils sont là pour accompagner les Madouas, les Bardet, les Alaphilippe, les Gaudu, mais c'est des équipiers vraiment géniaux pour une course qui se veut être très difficile. C'est vrai qu'on a que des coureurs portés sur l'endurance. Hein. Bardet, il aime les trucs longs, Madouas, il aime les trucs longs, Gaudu, il aime les trucs longs, Bernard, il aime les trucs longs. Ah bah Thomas Vauclair sait faire sa sélection. Ça. En tout cas, en général avec Thomas Vauclair, ça marche plutôt bien. On reste sur 2 médailles au JO. Du coup, le fait qu'il n'y ait aucun G2R, ça va Ouais. Ouais, j'ai vu la remarque passer. Il se rattrape avec le Texas. Non, en fait, c'est vrai que j'avais vu la remarque passer. Comme ça, on finira avec les coureurs masculins de la course en ligne. Mais en fait, Décathlon G2R fait une saison incroyable, mais en même temps, qu'il n'y ait aucun Décathlon G2R sur aucune des courses en ligne chez les élites hommes cette année, dans l'équipe de France, c'est pas forcément surprenant non plus, parce qu'il y a aucune sélection où on se dit lui il aurait dû être là à la place d'un tel. Si, quand même, c'est Benoît Cosnefroy. À la limite Cosnefroy sur les JO, mais quand tu vois le résultat aux JO, c'est compliqué de remettre en cause la sélection de Thomas Vauclair, quoi. Non, c'est pour ça que je dis, s'il n'est pas blessé, il aurait eu sa place. Oui, voilà, il aurait pu avoir sa place. Malheureusement, depuis sa non-sélection aux JO, fin de saison compliquée, puis la blessure, donc fin de saison. Après, sur un tracé comme ça, dans 2 ou 3 ans, Paul Lapera, mais... Ouais, il y a bien moyen, en tout cas, il y a des coureurs de Décathlon G2R de cette année qui vont candidater très très vite aux sélections de l'équipe de France, ça, j'en doute pas, et puis bon, ça sera pas les seuls non plus, il y a une sacrée génération qui arrive. À présent, on va passer
Aux favorites et aux coureuses qu'on peut attendre pour la course en ligne Elite Dame. Alors j'ai dit Elite Dame, mais on a la course en ligne qui sera réunie, un seul peloton pour la course Elite et la course Espoir pour la dernière année, puisque l'an prochain ça sera séparé, les Espoirs Dames auront auront leur course propre. Quelle serait, messieurs, votre favorite? Je vais commencer par Johan, tiens, pour toi, qui est la favorite pour aller remporter ce maillot arc-en-ciel à Zurich? Bah, la favorite, c'est toujours un petit peu la même, c'est Demi-Vollering. Après, pour le coup, contrairement à la course homme, c'est quand même moins évident, t'as quand même plus de concurrence au niveau. A priori, ça va être la plus forte, ça va être celle qui va peut-être marquer la course, mais alors là, pour le coup, on se retrouve sur un circuit qui l'avantage pas énormément. Elle va très vite au sprint, donc elle peut gagner au sprint, elle peut gagner en plein de configurations différentes. Mais c'est la favorite parce que ça va être la plus forte, c'est celle qui a l'équipe la plus forte et qui, pour le coup, ça va, il n'y a pas de Lorena Vibuzz, donc a priori, peut-être qu'elle pourra avoir des équipières pour elle. C'est possible. Mais en tout cas, c'est celle qui est aussi la plus en forme, enfin, celle qui a la dynamique pour elle, qui a la forme pour elle, qui a son statut pour elle, donc c'est la favorite logique. C'est plus dur d'aller chercher un nom en général dans le peloton féminin là, parce que là, il y a plein de coureuses différentes qui pourraient gagner. Donc on se retrouve un peu à retourner sur elle en tant que choix un peu basique, quoi. Alors, c'est compliqué d'aller chercher un nom. Quelque chose me dit que Geoffrey a un nom en tête. Bah, Johan a dit Demi-Vollering parce qu'elle est favorite sur toutes les courses où elle participe. Bah, moi, je vais dire l'Autocopéki parce que c'est celle qui gagne sur les courses où elle participe. Non, Bah, oui, pas le Giro, l'Autocopéki parce que l'Autocopéki, mais bon, alors pour le coup, les JO, si quelqu'un en amont Non, aurait dit Christian Faulkner. non, le Giro. Ah, le Giro. Typiquement, la dernière étape où elle se fait piéger parce que tout le monde est sur elle. Ouais, mais là, je pense pas que tout le monde va être sur elle. Oui, il y a des chances. Hein. Mais à voir ce que vont faire les Néerlandaises. Parce que ça, c'est une énorme inconnue dans les courses par sélection nationale côté féminin. Hein, que vont faire les Néerlandaises? Est-ce que même elles savent ce qu'elles vont faire? Il y a du suspense. Ouais, parce que c'est sûr que les Néerlandaises, forcément, chaque année, sacrée sélection, il reste à voir quelle sera l'organisation ou la non-organisation qu'il y aura, quoi. Bah, surtout que là, pour le coup, ouais, les Néerlandaises, s'il n'y a pas une course de mouvement, si une course de mouvement, mais qu'il y a des regroupements dans le final, s'il y a un sprint à 15 ou 20, Marianne Vos. Oui, là au moins. Un sprint en petit comité après une course très difficile, ça. C'est parfaitement dans ses cordes. Et ouais, ce serait quoi? Peut-être 18 ans après le premier? C'est 2009, non, de toute façon. 2006 le premier. Donc, ouais, donc ouais, 18 ans. Ce serait assez fou. Bon, après, elle a eu un paquet de médailles d'argent aussi sur les mondiaux. Mais non, je pense que ouais, l'Autocopéki, puisque elle est en grande forme. Enfin, elle vient de gagner le Tour de Romandie. Elle gagne le Tour de Romandie au général, elle n'a pas gagné d'étape. Oui, mais c'est une course par étapes, ce qui compte, c'est de gagner le général. Hein. Demi-Vollering, elle a gagné des étapes du Tour. Non, lui, si elle est contente d'avoir gagné des étapes et de ne pas avoir fini en jaune. Non, mais là, c'est une classique, c'est une course d'un jour. Pour les courses d'un jour de Kopecky aujourd'hui, cette année, elle n'a pas gagné tant que ça non plus. Hein. Cette année, ouais, elle a gagné Paris-Roubaix, elle a gagné l'Estrade Bianche. Et je rajoute. Je rajoute et le championnat de Belgique. Bon, le championnat de Belgique, enfin. Ouais. Alors, c'est juste pour les citer, hein. Non, mais je sais pas, elle s'est fait piéger sur beaucoup de courses, elle a perdu des sprints. Si elle arrive au sprint, c'est plus la meilleure course au sprint. La Vollering, elle va pas s'amuser à l'emmener à l'arrivée pour faire un sprint à deux avec elle. Donc il y a plein de composantes qui font que pour Kopecky, c'est quand même compliqué d'éventuellement gagner la course, quoi. Ouais, mais je me dis sur la forme qu'elle semble avoir ce mois-ci, est-ce que le championnat d'Europe contre la montre auquel elle a participé, alors certes le plateau n'était pas énorme, mais je la voyais dans les favorites pour la victoire, mais je la voyais pas mettre 40 secondes à Hélène Van Dijk, même si Hélène Van Dijk est plus au niveau qui était oui. bien. Enfin, oui, pour le contre-la-montre. Hein. Les écarts étaient violents, donc je me dis elle est vraiment vraiment en bonne forme. Ce qu'elle a fait autour de Romandie, oui, il n'y a pas eu d'étape, mais d'un autre côté, il y avait des finaux qui étaient remontés, donc c'était pas sur le même
sur le même type d'effort qu'il y avait à mettre. Et puis à la limite, quitte à parler du Tour de Romandie où elle n'a pas gagné d'étape, elle règle quand même le sprint derrière les 2 échappées le dernier jour. Donc ça montre que même si elle a plus la pointe de vitesse qu'elle avait il y a quelques années, elle reste en mesure de gagner un sprint. Elle a battu Noémie Rueg, elle a battu Noémie Rueg et l'auto de Shepherd. Ah oui, c'est un... Mais bon, j'ai bien l'impression, de ce que j'ai l'impression de comprendre, il y a 2 grandes favorites, à savoir Demi Vollering et Lotte Kopecky, même si derrière, après, ça reste assez ouvert. Bah, t'as toujours des Longo Borghini, t'as toujours des Niewiadoma, t'as toujours tout le monde. Hein. T'as des Liane Lippert qui sont en forme. Après, t'as plein de coureuses qui peuvent s'exprimer. Et Titouan, vu que Johan a cité Demi Vollering, Geoffrey a cité Lotte Kopecky, est-ce que tu vas être notre arbitre entre ce duel? Alors moi, je suis beaucoup moins la saison féminine que nos 2 compères, mais et c'est pas parce qu'elle a gagné le Tour de France, mais je leur pose la question à eux deux, est-ce que Kasia Niewiadoma a une chance ou pas du tout pour une médaille? Mais c'est qu'on peut plus dire qu'elle va finir entre 5 et 8. Ah, une médaille, oui, une médaille, bien sûr. Le fait que bon, elle a pas tendance à beaucoup gagner, donc voilà. Mais pour une fille qui gagne pas beaucoup, quand même, l'année qu'elle fait, c'est 2 trucs, quoi. Ouais, mais alors, quitte à gagner 2 trucs dans une année, je veux bien gagner ces 2-là. Hein. N'empêche que Katarzyna Niewiadoma, sa dernière participation à un championnat du monde, c'était victoire. Bon, certes, c'était gravel, mais c'était une victoire. Mais peut-être que cette année, c'est l'année où tout se débloque enfin pour la Polonaise et qu'elle peut aller chercher cette victoire. On rappelle qu'en tout cas, elle avait gagné la Flèche Wallonne, donc elle a su gagner une course d'un jour. Certes, c'est pas le même profil, pas le même parcours que samedi le circuit de Zurich. Mais alors là, il faut vraiment qu'elle arrive toute seule avec personne avec qui faire un sprint, donc c'est compliqué. Hein. Ça, oui, c'est un élément qu'il faut le noter, évidemment. Et sinon, quelles autres non-coureuses on pourrait citer pour tenter leur chance, faire un peu le petit grain de sable après, t'as les Américaines. Alors, on a les Italiennes pour Geoffrey, les Américaines pour Johan. Elisa Longo-Borghini, on va la voir passer à l'offensive à un moment ou un autre. La Pologne, collectivement, il y a des Martalar, des filles comme Mischa Bredevold, ça peut bouger aussi, ça peut profiter de se dire on regarde les favoris et... Alors, Mischa Bredevold est néerlandaise. Oui, je sais, mais je dis Martalar pour la Pologne et Mischa Bredevold pour les Pays-Bas, ça fait une carte alternative. Ah oui, d'accord. Pour y aller. Dans l'idée, une attaque, parce que, à mon avis, elle est là juste pas pour faire des coucou, je suis revenu à la route, mais je me dis que Pauline Ferrand-Prévot va en mettre une à un moment ou à un autre. J'y crois pas plus que ça, mais à voir ce que ça va donner. Johan, tu citais, je crois, les Américaines, avant qu'on évoque rapidement aussi la sélection française, les Américaines, qui restent quand même sur le titre olympique avec Christian Faulkner. Qui reste sur le titre olympique. T'auras aussi Digert qui pourra peut-être faire des choses, qui a fait des beaux sprints aussi déjà dans sa carrière. Donc, il y a... Dans les équipes un peu moins surveillées, ça peut être, je pense, des causes un peu intéressantes à suivre. Après, c'est un peu plus limité après sur le reste du peloton. Ça va quand même être entre les grosses nations favorites, et avec des petites équipes à côté qui vont vouloir se montrer, comme je sais pas, la Suisse, la France. La forme d'Élise Chabet, c'est une inconnue, mais si elle est en bonne forme, elle peut tenter des trucs. Et justement, vous avez cité la France tous les deux. Pour rappel, la sélection française, c'est Marion Bunel, Léa Curigné, Pauline Ferrand-Prévot, qui fera son grand retour sur la route avant de rejoindre l'an prochain la Visma-Lease Bike, mais aussi Cédrine Carbaol, Juliette Labousse, Evita Musique et Jade Viel. Qu'est-ce qu'on peut attendre de nos coureuses françaises Là aussi, ça peut être un peu compliqué pour aller chercher le titre, peut-être. Ouais, sauf si ça court autour de Marion Bunel pour aller lui donner le titre dans la catégorie espoir, en profitant qu'il y a tout le monde qui est en même temps. Mais... C'est vrai qu'il y a ça aussi, mais... Après, ça dépend. Hein. Je sais pas, t'as des coureuses qui ont déjà gagné face au meilleur mondial, qui sont capables
de gagner façon meilleur mondial. Il y en a qui vont vite au sprint. Enfin, Vita Music, ça va vite au sprint. Kerbal, ça peut finir en solitaire. T'as des choses qui peuvent se passer. Après, ça dépend de comment est la course. Si ça reste groupé à un peloton un petit peu plus conséquent, à 10-15, tu peux avoir des Français. Si t'as 3-4 coureuses, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Donc, ça dépend des conditions. Geoffrey, qu'est-ce que tu rajouterais sur la sélection française sur, Côté féminin, on n'a pas une place bonus par Malte, mais il y a une équipe qui, à mon avis, va devoir essayer d'anticiper, parce que c'est pas les meilleures attaques. Maintenant, on a les meilleures sprinteuses, pardon, on a quelques-unes qui pourraient dans les coups, mais on va être présent dans la lutte pour les places d'honneur, mais je crois pas plus que ça à une médaille, malheureusement. C'est pourquoi c'est le parcours qui leur convient pas trop à nos coureuses? Non. Le parcours peut aller pour ce type de coureuse, mais le problème, c'est que je me dis, s'il y a le parcours et les conditions qui font que ça peut bien aller pour les coureuses qu'on a dans l'équipe de France, on peut lister une trentaine de coureuses pour qui ça pourrait bien aller, des circonstances de course un petit peu comme ça, et donc ça me paraît compliqué de s'en sortir, mais dans l'idée, pourquoi pas. Après, ça reste un championnat du monde, donc c'est une course qui est difficilement prédictible. Je pense que c'est un peu comme côté masculin, ce que je disais pour... il y a... Soit c'est entre les tout meilleurs, donc côté masculin, Pogačar, Evenepoel, Van Der Poel, et derrière, c'est compliqué de briller, mais si c'est une course très ouverte avec des outsiders qui brillent, côté masculin, on peut faire des trucs. Là, j'ai envie de dire un peu la même. Si on n'a pas un trio, on va dire les Vollering, Kopecky, Elisa Longo Borghini qui prend le large et on comprend très vite que c'est celles qui vont se jouer les médailles, ça peut se jouer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, et là peut-être, mais ça me paraît quand même beaucoup plus hypothétique côté féminin, côté masculin. Pour finir, un petit mot, parce que Geoffrey, tu l'as évoqué rapidement, on a Pauline Ferrand-Prévot qui a été sélectionnée pour son retour sur la route, elle qui a annoncé rejoindre l'an prochain la Visma Lease Bike sur la route, qui a arrêté le VTT. Est-ce que ça te surprend? Il peut y avoir quelque chose à faire pour elle sur ces mondiaux? Ouais, j'espère que c'est plus que juste un coup de pub pour lui dire coucou, elle revient. Parce que ces derniers mondiaux, c'est quoi? C'est Bergen? Ces derniers mondiaux, je vais te Donc, dire ça, ouais, 2017 Bergen. Ouais, parce qu'après, elle est passée... ça remonte quand même, mine de rien. Donc, même des courses sur route, si on met de côté les championnats de France, c'est ça doit être 2017. 2017, 2018, 2018, 2018, ouais. Ce que j'étais en train de voir. Mais où c'était déjà avec le VTT plus en coin de sa tête. C'est très compliqué d'imaginer quoi attendre. Ce tracé-là, et on est en 2014-2015, ouais, forcément, je la mets dans les favoris, mais on a tellement aucun repère sur ce qu'elle peut faire sur la route, c'est très compliqué d'imaginer ce qui va se passer. Mais ça reste quand même pas le tracé qui, a priori, l'avantage le plus. Mais maintenant, Ponferrada, c'était clairement pas le tracé non plus qui l'avantageait le plus. Donc, c'est compliqué d'imaginer ce qui va pouvoir se passer. Oui, mais si on doit imaginer une Française qui va être un peu leader, qui peut avoir son rôle à jouer dans le final, c'est pas forcément elle qu'on va citer, peut-être plus Juliette Labrousse, Vita Music, Cédrine Carbaol, par exemple. Par rapport à ce qu'on attend, oui, clairement, on va plus attendre de Juliette Labrousse. Maintenant, ces derniers temps, on va dire, les places de Juliette Labrousse, c'est quelque part, 4e, 5e, le plus souvent, ou un peu plus dans le top 10, mais donc, j'ai du mal à y croire. J'aimerais bien, forcément, j'aimerais bien, mais j'y crois pas plus que ça. Quitte à avoir une Française qui finit sur le podium, j'imagine plus un coup un peu surprise où derrière les favoris, ça se regarde un peu et qui résiste en étant très costaud. Pas nécessairement elle, mais un peu comme ce que Cédrine Carbaol a fait sur le Tour de France avec l'étape qu'elle gagne. Au sprint, musique, ça va vraiment vite, des fois. Il a quand même déjà failli taper Balsamo sur une arrivée sur une petite bosse. Ouais, mais là, si ça arrive au sprint et que c'est un groupe où il y a Vita Music, je me dis qu'il y aura des filles comme Voss, comme Kopecky. Non, pas pour gagner, mais. Pour la médaille. Oui, pour la médaille. Bon, en tout cas, il y a de quoi faire. Et bon, on est peut-être sur des stratégies un peu moins flamboyantes que
que chez les hommes du côté de Paul Brousse, mais il y a de quoi espérer quand même pour nos coureuses françaises. Faut pas durcir la course, hein. Faut essayer de te gérer, t'alimente bien tes leaders et tout, et t'essayes évidemment d'anticiper un petit peu, mais tu durcis pas la course, quoi. Ouais, là pour le coup, c'est pas un mal que ça fasse que 150 bornes, alors que un mondial féminin aujourd'hui devrait en faire 180. Mais... Bah très bien, écoutez, on verra tout ça. La course en ligne dames qui sera, pour rappel, ce samedi. On aura la course en ligne élite homme qui sera dimanche pour clore ces championnats du monde. Voilà, alors on va difficilement pouvoir évoquer les courses jeunes puisque pendant l'enregistrement de ce podcast, Kat Ferguson a fait le doublé chez les juniors dames. D'ici la sortie du podcast, j'espère qu'on aura Paul Sexas qui fera le doublé également chez les juniors hommes. Et on aura donc aussi la course en ligne Espoir Homme qui sera ce vendredi, où là ça peut être assez ouvert, il y a pas mal de noms qui peuvent revenir, et on n'oublie pas également non plus les courses en paracyclisme avec des Kevin Lequinf, Alexandre Léoté, Mathieu Bossredon, bref, pas mal de coureurs qu'on a pu voir notamment sur les Jeux paralympiques, qui seront là également à Zurich. Pour le coup, sur un circuit tout plat, ils n'emprunteront pas les difficultés de cyclisme sur route. Voilà, en tout cas, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. Juste par rapport à ça, juste pour dire, je trouve que c'est une excellente idée de mélanger, d'avoir les mondiaux, cyclisme et paracyclisme ensemble. Je trouve que c'est une excellente chose qui donne énormément de visibilité à ces catégories handisport. Et clairement, c'est une répétition de ce qui s'était fait à Glasgow, où il y avait tout qui avait été regroupé, donc le paracyclisme était mélangé avec le cyclisme, que ce soit sur la piste ou sur la route pour Glasgow. Et c'est pas vouloir être médisant sur les catégories handisport, mais j'aurais pas regardé les épreuves si les mondiaux avaient été il y a 15 jours ou s'ils étaient dans 3 semaines. Oui, là, le fait qu'il y ait tout qui est ensemble, ça fait que naturellement, il y a une curiosité sur ce qui se passe sur ces courses-là, et c'est une très bonne chose que sur ces championnats, il y ait des épreuves qui soient ensemble. Et voilà, ça fait partie de la fête. Évidemment, c'est forcément bien de pouvoir les inclure, et puis, allez, quitte à lister les résultats, citer au moins pour les victoires, on a eu Florian Bouziani en contre-la-montre C3, le triplé Mathis Lebeau, Kevin Lequinf, Gatien Le Rousseau en C4, contre-la-montre toujours, Mathieu Bossredon contre-la-montre H3, lui qui avait fait le triplé d'ailleurs aux Paralympiques, et on a eu également le relais mixte en handbike avec Johan Kell, Florian Joigny et Joseph Fritsch. Voilà, permet de les citer, de les mettre à l'honneur un petit peu. Ça fait du bien d'avoir un petit peu de visibilité pour eux, évidemment, à l'occasion de ces championnats cyclisme et paracyclisme réunis. Tu faisais bien de le signaler, Geoffrey. Et bien voilà, avec ça, on va arriver à la fin de ce podcast. On va vous laisser avec les différentes courses qu'il y a donc de ces championnats du monde à Zurich, et on se retrouvera après tout ça en début de semaine prochaine pour faire justement le débrief de ces mondiaux. Alors qui aura remporté les différents maillots arc-en-ciel? Eh bien on verra. Est-ce que Johan, Geoffrey et Titour auront vu juste? Suspense. En tout cas, merci beaucoup à vous trois messieurs pour avoir apporté votre analyse, vos pronostics, votre regard sur ces différentes courses. Et donc, en attendant le prochain chasse-patate, la semaine prochaine, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Threads. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-patate.